Mes chers collègues, l'égalité est une vieille passion française. L'idée se partage depuis longtemps sans frontières, mais notre pays, cette République qu'est la France, a été l'un de ses théâtres les plus flamboyants. L'égalité, ce n'est pas une passion triste, ce n'est pas une jalousie française, c'est la passion des jours heureux en partage. L'égalité, c'est dire que la dignité d'une femme, d'un homme, pèse autant que celle de chacune et chacun de ses semblables, et que chaque vie vaut plus que tout l'or du monde. Cette grande passion française eût pu n'être qu'une inaccessible étoile ornant notre imaginaire. Mais cette idée méritait autre chose que d'être contemplée, autre chose que d'être invoquée pour être mieux révoquée, autre chose que de servir de guirlande au fronton des bâtiments publics. Et c'est de là qu'est née la sécurité sociale, d'une force jaillie face aux ténèbres, puisant dans la ténacité de celles et ceux qui, inlassablement auparavant, avaient construit et conquis des espaces et des moyens de solidarité face aux accidents de la vie. Une idée révolutionnaire. Permettez-moi de citer un homme dont la parole fut rare, le ministre, par qui elle est advenue, un métallo-communiste nommé Ambroise Croizat, pointant du doigt l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Il affiche la volonté de garantir qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer, dit-il, leur subsistance familiale, car c'est ainsi seulement qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités et leur personnalité. La sécurité sociale n'était pas une évidence, elle a dû s'imposer. Et dès le premier jour, d'aucuns s'affairèrent pour la remettre en cause. Il y a une raison fondamentale à cela. Ambroise Croizat le disait, nous avions la particularité de confier à la masse désintéressée la gestion de leur propre institution, de manière que la sécurité sociale soit le fait non d'une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l'effort conscient des bénéficiaires eux-mêmes. Et c'est bien là tout le sens de la cotisation salariale, qui est le salaire pour la vie. Elle est le maillon essentiel de cet adage, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et vous ne l'assumez pas frontalement, mais c'est bien cela que vous mettez en cause. J'ai voulu présenter pour commencer un plaidoyer pour la sécurité sociale. À l'heure où s'épanouissent tant les incertitudes, le temps ne doit pas être venu de s'en défaire. C'est de cette grande histoire que nous partons, de cette grande réalisation. Et si elle a été abîmée, affaiblie, elle mérite d'être portée plus loin. C'est pourquoi il faut arrêter d'organiser son inefficacité et son rabougrissement. Il faut arrêter de creuser son déficit pour mieux le dénoncer d'exonération en exonération. La santé, plus que toute autre chose, doit échapper à la marchandisation, à la spéculation. C'est ainsi qu'il faut une ambition renouvelée pour la Sécu, et je dois dire que nous n'en trouvons trace. Nous voulons la défendre comme un bien commun, comme un outil populaire, abrité des puissances d'argent, comme un moteur puissant de la solidarité entre toutes et tous face aux défis que nous impose si inégalement l'existence. Et pour cela, il faut afficher l'objectif d'aller vers le remboursement des soins à 100% par l'assurance maladie, d'un service hospitalier public fort, d'un pôle public du médicament, d'une médecine de proximité, d'une politique de prévention qui soit à la hauteur des enjeux et des besoins. Et parce que nous n'avons pas mis en place les outils publics adaptés, il se trouve des actionnaires pour venir ponctionner sur ce budget une part de leurs dividendes. Ce PLFSS est le petit frère du budget. Il a reconduit 45 milliards d'exonérations de cotisations sociales, soit presque 10% du budget total. Il intègre les 20 milliards d'euros du CICE, auxquels il ajoute 4 milliards de plus, et n'affiche pas d'ambition sérieuse quant aux quelques 20 milliards d'euros de fraude aux cotisations patronales estimées par la Cour des comptes. Ce sont au total 5,2 milliards de restrictions que vous prévoyez sur les dépenses sociales, dont 4,2 sur la santé, pour faire des chèques à ceux qui n'en ont pas besoin, et vous demandez à l'hôpital, déjà exsangue, de réaliser 1,2 milliard de restrictions. La situation des personnels soignants et non soignants est insupportable. Les conditions matérielles dans lesquelles sont maintenus nombre d'hôpitaux publics
est indigne. Les numerus clausus sont si faibles, nous courons vers des catastrophes. Mais non content de cela, vous allez demander aux assurés sociaux de mettre encore la main au portefeuille en augmentant le forfait hospitalier. Les GHT, dans le même temps où s'étendent les déserts médicaux, sont en train de mettre à mal nombre de structures utiles dans les territoires. Les centres de santé, qui remplissent des fonctions essentielles dans un esprit novateur d'accompagnement des patients, sont de grands oubliés. Les inégalités dans l'accès aux soins explosent et le Conseil national de lutte contre la pauvreté souligne leur haut niveau en France. Le renoncement aux soins atteint 30% et même 50% chez les jeunes. Nous devons consacrer à notre santé, de façon solidaire, une part plus importante des richesses produites. Nous sommes d'ailleurs loin d'être en pointe sur le sujet. Et pourtant, nous ne sortons pas de la compression. Un mot du tour de passe-passe qui nous est présenté. Votre augmentation de la CSG de 1,7%. 60% de retraités vont en être les premières victimes, continuant ainsi de financer ce qu'ils ont déjà financé durant toute leur vie active. Et les agents de la fonction publique en pâtiront également, sans visibilité réelle sur les compensations. Le jeu de chamboule-tout auquel vous vous livrez pour laisser croire que vous allez améliorer le pouvoir d'achat ne laisse pas d'inquiéter. Où se feront les restrictions? Nous pouvons être d'accord sur un certain nombre de mesures, entendre certaines de vos intentions, mais le cadre dans lequel vous vous enfermez se chargera d'en diminuer ou d'en anéantir les effets. La T2A, oui, doit être abandonnée. On a forcé les hôpitaux à devenir ainsi des marchands d'actes médicaux, se détachant des besoins liés aux soins comme principale boussole. Mais cela ne peut être pour la remplacer par un autre dispositif de contrainte aveugle. Je me permets encore de souligner qu'en matière de prévention, nous devons mieux faire. Et à ce titre, la disparition des CHSCT va constituer un grave souci si elle se confirme. Vous avez raison de dire, Madame la Ministre, que l'assurance maladie n'est pas là pour gérer les conséquences des pratiques managériales indignes. Il faut s'attaquer au burn-out, il faut s'attaquer aux maladies éliminables, en particulier dans l'entreprise où on les produit, parfois sciemment juste parce que ça rapporte plus. Et il faut le faire avec une volonté farouche. Hélas, faute de financement, des outils de lutte, je pense dans ma circonscription à une association comme l'APCME, disparaissent et je crois qu'il ne faut pas s'y résoudre. Nous savons également que la prévention pour les enfants et les jeunes est un enjeu décisif et ce fut une erreur de s'attaquer par exemple à la prévention bucco-dentaire. Je veux souligner également l'attention que nous devons porter à la recherche, à son développement, à la nécessité qu'il ne soit pas piloté par la rentabilité financière, mais bien par la volonté de soigner et de guérir. Nous devons y investir plus d'argent public et je veux insister sur la recherche sur les cancers pédiatriques, sujet sur lequel se mobilisent de nombreuses associations de parents marqués par les épreuves et qui ne veulent pas se résoudre à l'impuissance. Je veux enfin évoquer la nécessité d'agir en faveur des personnes en situation de handicap et d'attacher des droits suffisants à la personne. Nombre de nos concitoyennes et concitoyens m'ont alerté sur les difficultés d'accès aux droits, sur la faiblesse de leurs allocations, mais aussi sur l'injustice faite aux personnes handicapées vivant en couple, simplement pour m'en tenir là. Il existe dans ce pays des forces considérables pour relever le défi d'une santé solidaire. La logique de détricotage et parfois de dynamitage que nous connaissons depuis des années et qui va être, à notre sens, portée plus loin encore par votre budget, s'inscrit à rebours de ce que nous devrions faire. Le progrès social, disait Ambroise Croizat, est une création continue. Et si cela pouvait vous inspirer, croyez bien que nous n'en concevrions aucune jalousie. Merci, Monsieur Dharréville. Monsieur Gilles.